Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 31. Et ouais, c'est la dernière. Pour la dernière vidéo d'Halloween, je voulais faire un truc assez spécial. Je vais parler de Ed et Lorraine Warren. Je pense que vous les connaissez. C'est ceux qui apparaissent dans Conjuring et ils sont très célèbres dans tout ce qui est paranormal, etc. Du coup, pour cette dernière vidéo, je voulais parler d'eux. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Edward Warren Milley, dit Ed Warren, né le 7 septembre 1926 à Bridgeport, et Lorraine Rita Warren, née le 31 janvier 1927 à Bridgeport. Lorraine, pour elle, a toujours été très différente des autres. Tout commence à l'âge de 9 ans, dans la cour de la St. Cole catholique. Elle dit avoir vu une lueur qui l'a traversée et reliée à une réalité invisible pour elle. Et à ce moment-là, fut le point de départ d'une vie où elle va se consacrer au surnaturel. Elle se considère comme une médium. Elle affirme de pouvoir percevoir le passé, le présent et le futur, en entrant en contact avec des entités spirituelles. Et ce qu'elle va dire, c'est qu'elle a directement accepté son don. Elle l'a pas nié, elle l'a pas caché. Elle s'est dit, ok, je l'accepte et je vais faire avec. Et je vais m'en servir surtout. Ed a seulement 17 ans, il s'engage à l'armée de terre américaine en pleine Seconde Guerre mondiale. Sur les navires de guerre confrontés au danger et à la mort, il développe un intérêt profond pour les questions spirituelles. Pour lui, ces expériences ne faisaient que confirmer l'existence de ce monde invisible. Il n'était pas que enquêteur, il était aussi artiste. Après la guerre, il va étudier la peinture à Perry Art School. Il est très doué et il va peindre même des maisons réputées hantées, souvent celles qu'il visite avec sa femme. Ces toiles leur permettent de financer leurs voyages et les enquêtes. Il va même collaborer avec l'Église catholique pour certains exorcismes, qu'il considère comme un moyen de libérer les familles des forces obscures qui les tourmentent. Il faisait régulièrement des conférences de presse, des événements publics, parfois dans des universités ou des écoles, pour partager avec le grand public. Il rencontrera la femme de sa vie en 1945 et ils vont avoir une fille. Et ils vont former le couple qu'on connaît maintenant, un vrai duo paranormal. Ed est méthodique. C'est lui qui enregistre. Lui, c'est l'homme des faits, des preuves matérielles. Et Lorraine, c'est plutôt la sensibilité spirituelle. Ce qu'on distingue plus chez elle, c'est son empathie pour les bonnes ou mauvaises entités. Pendant ses enquêtes, elle ne se contentait pas d'écrire les phénomènes. Elle écoute et elle cherche à comprendre. Ensemble, ils forment le duo parfait, inséparable. Au début, c'était juste un hobby, mais c'est vite devenu leur vrai travail. Ils vont créer la New England Society for Psychic Research. Excusez-moi pour mon anglais. C'est l'une des toutes premières associations dédiées aux enquêtes paranormales aux États-Unis. Grâce à ça, ils pouvaient bosser avec plein d'experts comme des prêtres, psychologues, photographes pour documenter et analyser ce qu'ils trouvaient. Lorraine ressentait les présences invisibles. Et pour Ed, comme je vous ai dit, chercher des preuves concrètes avec ses photos, vidéos, enregistrements. Leur complémentarité, c'était leur plus grande force. Parlons des affaires les plus connues. Tout a commencé en 1936, lorsqu'une certaine Bathsheba Taylor emménage avec ses 4 enfants dans une grande maison, Barryville, à Rhode Island. Elle est considérée comme une femme satanique par les habitants de sa ville. Elle aurait assassiné ses 3 enfants voilà quoi, ce que vous pouvez voir dans Conjuring 1. Vous voyez quand Ed il est devant un arbre et que Lorraine elle voit quelqu'un. Voilà, c'est là. C'est là où elle s'est... Voilà. C'est bien plus tard où il y a une famille qui vont s'installer. Roger et Caroline Perron. Ils vont s'installer avec leurs 5 enfants, sans connaître bien sûr le passé de cette maison. Dès le début, il y a des trucs bizarres qui vont se passer. Des objets qui bougent, réapparaissent
comme par magie, des chuchotements, des odeurs bizarres de savon qui traînent dans certaines pièces. Les filles Perron diront qu'il y a des apparitions certaines gentilles, mais d'autres carrément flippantes. Qu'on peut analyser, c'est que c'était Caroline qui était la cible principale. Elle se sentait mal sans raison, elle disait qu'elle sentait tout le temps une présence derrière elle. Selon Lorraine, le fantôme le plus puissant dans la maison, c'était cette fameuse Bathsheba. Les Warren la décrit comme maléfique, essayant de prendre le contrôle de la famille, et surtout, Caroline, pendant une séance de médium, Lorraine va ressentir sa présence, voire même des visions très terrifiantes. Et après ça, les phénomènes paranormaux deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus violents. Des portes qui s'ouvrent, des objets qui volent dans la pièce, les lits qui vont commencer à trembler tout seuls dans la nuit. Caroline dira même avoir été poussée ou même frappée par une force invisible. Mais malgré tout ça, les Warren n'arrivent pas à faire partir la famille. Roger Perron, le papa, va mettre fin à leur enquête après une séance d'exorcisme très violente. Je pense que ça l'a extrêmement choqué, du coup il a demandé à tout le monde de partir. En fait, cette séance a été improvisée et pour lui ça a mis en danger Caroline. Bien sûr, comme toute enquête paranormale ou comme phénomène un peu chelou, il y a eu beaucoup de critiques envers les Warren en disant qu'il y a zéro preuve de la fameuse Bathsheba, de quoi que ce soit de surnaturel, et que c'était juste pour faire de la pub. Mais il y a quand même certaines personnes de la famille Perron qui vont affirmer de ce que les Warren ont dit. Ils diront que les Warren ont quand même un peu exagéré, mais il y a vraiment des choses qui sont passées, qui sont passées quoi, et que il y a vraiment des esprits qui entourent la maison. Andrea Perron, une des filles, a publié une série de livres, House of Darkness, House of Light, où elle raconte en détail tout ce qui s'est passé. Selon elle, le film Conjuring s'est vraiment inspiré de ce qu'elle a subi. Peu importe ce que l'on pense de ces événements, ce que la famille Perron a vécu dans leur maison reste un des cas hantises les plus connus et fascinants. Entre phénomènes étranges, les apparitions et les enquêtes des Warren, leur histoire est devenue un vrai symbole du paranormal mélangé à réalité, témoignages et légendes. Même aujourd'hui, elle continue de captiver et intriguer tous ceux qui s'intéressent au mystère des maisons hantées. Cette histoire-là, c'est vraiment celle qui me hérisse le dos. En fait, je la trouve tellement glauque, cette histoire. Vraiment, genre, on ne saura jamais pourquoi il a fait ça. Et vraiment, ce qui se passe après, c'est... Voilà. Le 13 novembre 1974, Ronald Dufour assassine 6 membres de sa famille, ses parents et ses 4 frères et sœurs. Juste avant son procès, il expliquera à son avocat qu'il avait pris de la drogue ce soir-là et qu'il regardait la télé quand il a entendu sa famille comploter contre lui dans une autre pièce. Et en fait, une femme lui serait apparue devant lui en lui disant « Prends le fusil et assassine toute ta famille ». Il va changer plusieurs fois de version. Il va continuer à dire que c'est une entité qui lui a dit d'assassiner toute sa famille. Et même à un moment, il va dire que c'est sa sœur qui a assassiné tout le monde et que lui aurait assassiné sa sœur. Vraiment, cette histoire, vraiment, elle est assez glauque. Il sera reconnu coupable de 6 peines consécutives de 25 ans à perpétuité. Et il faudra moins d'1 an pour qu'une autre famille s'installe dans cette maison. George Lutz et Cathy Lutz et leurs 3 enfants vont s'installer dans cette maison. Et dès les premiers jours, il y aura des choses cheloues. Ils vont apercevoir leur chien, Harry, est presque pendu. Et genre, pour eux, il n'aurait pas pu se pendre tout seul. D'un conseil d'un ami, ils vont appeler un prêtre pour bénir toute la maison. Et le prêtre dira qu'il a ressenti des choses cheloues chez eux, etc. Il n'était pas très à l'aise. En gros, il aurait entendu une voix lui ordonner de partir. George dira qu'il dort mal la nuit. Il entend des bruits de cris vers 3h45, l'heure où le massacre a eu lieu. Je comprends pas. Comment tu fais pour habiter dans une maison où il y a eu un massacre comme ça?
C'est glauque. Genre, tu dors dans une chambre où il y a eu 2 morts. Genre, 2 personnes se sont fait assassiner. C'est c'est glauque, c'est vraiment glauque. De côté de Cathy, elle va ressentir aussi des choses bizarres comme une présence féminine qui l'enlace ou même des marques rouges qui apparaissent sur son corps. Pour la petite Messi, elle dira qu'elle s'est fait un ami imaginaire nommé Jodie. En gros que Jodie aurait pu prendre plein de formes différentes, que même un jour elle s'est transformée au cochon. Cette entité les regardait souvent à travers de la fenêtre. Genre quand ils étaient dehors, la petite elle voyait l'entité la regarder en fait. Il raconte aussi qu'un nuage de mouches aurait envahi la salle de couture en plein hiver. La maison était super difficile à chauffer. Sur les murs et sur les portes, il y avait des taches noires de moisissure ou même des taches cheloues qui apparaissaient et qui repartaient. Le 13 janvier serait la nuit la plus horrible qu'ils ont vécue. Georges raconte que ce jour-là, Katia aurait pris l'apparence d'une femme de 90 ans et des marques de griffures auraient apparu sur son ventre. Ce soir-là, le chien, alors, comme à son habitude, dormait avec les parents. Et là, en fait, le chien, il était hyper bizarre. Il se réveillait, il vomissait, il tournait en rond comme ça sur lui-même. Il se recouchait, il se réveillait, il vomissait, il tournait en rond sur lui-même. Après avoir eu cette petite expérience chelou avec le chien, que Cathy serait levée de son lit à peu près à 7 à 10 cm au-dessus du lit, quoi, du matelas. Que ce soir-là, ils auraient entendu des bruits, des sons chelous qu'ils peuvent même pas reproduire. Les lits des garçons auraient bougé plusieurs fois dans la nuit. Et que à ce moment-là, il était dans son lit et qu'il pouvait rien faire. Il pouvait même pas crier, pas bouger, rien du tout. Et en gros, c'est passé ça pendant toute la nuit. Et c'est que le lendemain qu'il a pu bouger, quoi. Et c'est pour ça qu'il a prévenu personne, parce qu'il n'arrivait pas à bouger de son lit. La famille quitte la maison précipitamment, en laissant là les affaires derrière eux. Et ils sont restés 28 jours dans cette baraque. C'est que là que la maison commence à attirer l'attention des médias. Et la maison va être surnommée la maison de l'horreur. 24 février 1976, les Warren vont rentrer dans la maison et Lorraine affirmera qu'elle sent immédiatement des entités non humaines. Ed dit que c'est une maison hantée classique, rien de concret se passe. Et après ça, les Warren diront qu'ils veulent plus remettre les pieds dans cette baraque. Un certain Marvin Scout va relancer cette affaire pour faire une nouvelle enquête, mais là, filmée. Et ils vont demander aux Warren de venir, en leur disant venez, ramenez votre propre équipe, mais s'il vous plaît, venez enquêter plus profondément, plus profond, faites une enquête plus profonde. Voilà quoi. On veut avoir une fin sur cette maison. C'est qui hante cette baraque? Comment une famille a pu rester que 28 jours? En gros, les gens ils vont dire qu'ils vont ressentir un truc chelou en eux, mais c'est un peu normal. Je pense que quand tu vas rentrer dans une maison qui a eu des meurtres, tu vois, l'atmosphère elle est assez sombre. Tu vois, il s'est passé quand même quelque chose d'horrible, tu vois. Du coup, l'atmosphère elle est pesante. C'est ça que je cherchais. Mais il y a rien qui se passe, vraiment. Il y a vraiment rien qui se passe. Sauf le photographe James Campbell va disposer l'appareil qui prend en photo tout seul, tu vois. Et en gros, il y a quelque chose qui va se passer d'inattendu. Je vais vous mettre les photos. Vous voyez cette photo-là où on voit un petit garçon là? Oh my god. C'est vraiment cette photo-là. Elle est terrifiante. Vraiment. Surtout dans ce contexte où il y a eu une famille qui a été tuée, tu vois. Cette photo, on ne peut pas l'expliquer. Voilà. Mais il y a eu que ça de phénomènes paranormal. Bah du coup après ça vraiment c'est eu un truc de ouf. Les gens ils se sont dit oui cette maison elle est hantée, etc. Même si certains aspects de l'histoire ont été exagérés par les médias et les adaptations cinématographiques, la maison du 112 Océan Avenue reste l'une des lieux les plus célèbres et emblématiques du paranormal. Entre le massacre de la famille Difo et les expériences rapportées par les Lutz,
Cette maison continue de fasciner et d'effrayer, laissant planer le doute sur ce qu'elle relève de la réalité de la légende. Cette affaire-là est la mieux documentée à ce jour. Commence le 30 août 1977 au 284 Green Street. Vit une famille. Peggy la mère, Margaret 13 ans, Janet 12 ans, Johnny 11 ans et Billy 7 ans. Premier phénomène, il y a Peggy qui dit avoir entendu des bruits venant du premier étage. En gros, elle va voir que les filles sont calmes. Il y aura Janet et Johnny qui diront que leur lit tremble tout seul. Le lendemain, les filles qui partagent la chambre diront entendre les tiroirs de leur commode bouger et se met à trembler. En gros, en entendant ça, Peggy elle va monter en haut parce qu'elle s'est dit mais pourquoi elles font du bordel à cette heure-ci. Parce qu'en fait, elles montent, c'est comme dans la scène dans Conjuring 2. En gros, en engueulant les filles, la commode elle va bouger tout seule en fermant la porte de la chambre. En gros, genre je vous enferme dans la chambre. Cette scène-là, ça a beaucoup effrayé les filles plus la daronne. En gros, ils vont penser que c'est un cambrioleur qui essaie de leur faire peur, etc. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tous sortir et aller chez le voisin, les Nottingham, et il va demander au mari d'aller vérifier s'il y a quelqu'un à la maison. Du coup, ce qu'il va faire, il va prendre son fils et il va aller dans la maison, mais il va rien trouver. Il dira qu'il a quand même entendu des petits bruits dans les murs, mais rien de plus. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler la police. Quand la police vont venir pour vérifier la maison, et ben rien. Il n'y a personne, mais la police va dire qu'ils ont entendu des bruits dans les murs et ils vont même voir une chaise bouger toute seule. Il va même le raconter dans son rapport de police. Les phénomènes vont continuer, etc. Et en fait, ils en ont marre. Et le voisin va dire, ils vont contacter les journalistes parce qu'ils en ont marre. Parce que Daily Mirror qui va mettre en avant cette maison. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir à la maison et il n'y a rien qui va se passer. Ils vont dire, ouais, vous êtes des menteurs encore. Il n'y a rien qui se passe. Mais en remballant leurs affaires, ils vont apercevoir des objets volés tout seuls dans la pièce. Et il y aura plein de trucs qui va se passer, genre des lumières qui s'éteignent, qui se rallument, des meubles qui bougent, coups dans les murs. Et c'est là que cette affaire va prendre un tournant et qu'on va parler que d'eux. Dans tous les journaux, les journalistes vont venir devant chez eux, etc. L'entité va de plus en plus communiquer, va se manifester petit à petit. En gros, il va parler à la place de la petite. Et en gros, Janet, elle va commencer à avoir une sorte de transe en plein jour, sans prévenir. Elle va commencer à dessiner des choses cheloues. Elle-même, elle se souvient pas. Je vais vous mettre la vidéo la plus connue d'elle. Oh, vous pouvez voir qu'elle va prendre une autre voix. Et ce qu'ils vont faire, ils vont dire, ouais, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un verre d'eau et tu vas parler. Mais le problème, c'est que Janet va dire oui, il veut pas communiquer avec vous tant que vous n'avez pas le dos tourné. Du coup, ils vont se retourner et c'est là qu'il va parler. Elle a de l'eau dans la bouche. Ils peuvent pas affirmer que ce qu'elle a fait c'est vrai ou faux parce que ils savent pas si elle a recraché avant pour parler et après elle a rebu directement. Mais voilà, il y a eu plein de petits phénomènes paranormaux où elle a pris une autre voix. Des trans. Il y a les photos aussi. La photo la plus emblématique, c'est celle-là où tu peux voir où elle est en l'air, etc. Et en gros, Janet dira que c'est un certain Bill. Avant que la famille habite, c'est un certain Bill qui habitait dans cette maison et en fait il est mort dans le petit fauteuil d'une hémorragie. Un certain Maurice Crowe, un enquêteur, il va essayer de retrouver le fils de Bill et il va affirmer que son père est bien mort dans cette maison sur le fauteuil. Même faire écouter à Terry les enregistrements de la petite et confirme que c'est la voix de son père. Il est mort d'une hémorragie cérébrale. La famille dira qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de cette maison et ni l'histoire de cette personne. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui était mort et que la personne s'appelait Bill. Après tout ça, il y a Ed et Lorraine Warren
Ils vont entendre cette histoire et ils vont venir. Ils vont arriver avec leur propre matériel, etc. Et Lorraine dira qu'elle ressent une présence, mais c'est une entité non humaine. Ed estime que c'est un cas classique. En gros, c'est pas comme dans le film. Ils sont restés quelques heures et après ils sont partis. Ils ont rien fait de ouf. En gros, ils sont appropriés l'histoire. Mais donc il y a vraiment quelque chose de malveillant dans cette maison. Les filles vont affirmer que tout ce qui s'est passé dans cette baraque est vrai. No, no. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Qu'on y croit ou non, même si certains éléments de cette affaire a pu être exagérés ou truqués, le cas reste sans doute l'une des plus connues et emblématiques d'une histoire du paranormal entre les voix mystérieuses, les objets qui bougent et les témoignages de la famille. Cette histoire continue de captiver autant les sceptiques que les passionnés de phénomènes inexpliqués. Elle illustre parfaitement comment un événement étrange peut marquer durablement la culture populaire et nourrir notre fascination pour l'inexpliqué. Ce sera la dernière histoire des Warren et c'est celle qui est la plus, je trouve, la plus terrifiante. Oui, oui. Cette poupée me fait extrêmement peur. Très glauque. Perso, j'aimerais pas être en face de cette poupée. En va retournant en arrière en 1970. Une femme entre dans une boutique d'antiquités et découvre une poupée de chiffon. Elle va décider de l'acheter et va l'offrir à sa fille de 24 ans. Cette poupée, c'est une Rakedi. Ces poupées-là étaient très connues à l'époque, surtout aux États-Unis. La fille qui va avoir cette poupée, c'est une jeune étudiante en colocation avec une pote à elle qui est aussi étudiante. Alors, la fille qui a reçu la poupée, elle s'appelle Donna et sa copine, elle s'appelle Angie ou Angie. Je l'appellerai Angie. Et en gros, bah, vous savez, à 24 ans, on s'en fout un peu des poupées comme ça. Enfin, voilà, on a passé l'âge. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les laisser dans son lit. Genre, voilà. Et il y a juste des petits trucs qui va se passer. La poupée va changer de position selon le moment de la journée. Au début, elle pensait juste que c'était des déplacements involontaires. Genre, elle aurait fait bouger la poupée sans se souvenir. Même où c'est un courant d'air qui aurait fait bouger la poupée. C'était des changements de position très légères. En gros, pas besoin de s'inquiéter. Plus les jours se passent, plus elles vont s'inquiéter. Donc, du coup, en gros, elles vont mettre la poupée dans une position très spécifique. Genre le bras long du corps, jambes tout droites. Et en fait, le soir, en rentrant, elles vont découvrir que la poupée a bougé. Ce qu'elles vont faire au bout de 2 semaines, c'est qu'elles vont croiser les bras de la poupée et les jambes. Et le soir, elles vont découvrir que la poupée a les bras décroisés et les jambes décroisées. Genre en mode ouais, vous êtes trompé, vous m'avez positionné sur une position pas très bien, pas très à l'aise. Du coup, ben, je me suis réinstallée correctement, quoi. Plus les semaines vont passer, plus ils vont découvrir que la poupée est de plus en plus à l'aise. Elles vont voir que la poupée se déplace toute seule quand toutes les portes de l'appartement sont fermées. Genre le matin, elle est dans la chambre, et le soir, elle est dans le salon, dans une autre position. Genre un soir sur le canapé, tranquillou, debout, ou sur une chaise dans le salon, ou dans la chambre, etc. Vraiment, c'était vraiment assez chelou. Et d'un coup, pendant un mois, rien ne s'est. Tous les phénomènes paranormaux sont arrêtés. Mais un jour, elles vont découvrir un morceau de papier avait apparu de nulle part avec des messages griffonnés de façon maladroite tels que aidez-moi ou même aidez-nous. Le truc le plus chelou, c'est que les filles n'avaient ni de papier ni de crayon. Bon, voilà. Elles se sont dit ouais non, il y a quelqu'un qui a une clé, quelqu'un vient à la maison, il nous fait peur. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre de la farine par terre. Ça, elles se sont dit s'il y a quelqu'un dans la maison, il va marcher sur la farine. Du coup, on aura les pas du mec ou de la meuf. Et en rentrant, rien du tout.
Mais ils ont retrouvé un nouveau parchemin où c'est écrit aidez-nous ou aidez-moi. Et là, elles vont commencer à paniquer, quoi. En vrai, c'est chelou, quoi. Ça fait un peu peur. À Noël, ils vont recevoir un cadeau qui apparaît de nulle part. Une moule, c'est genre un truc au chocolat, et personne ne l'avait acheté. À ce moment-là que Donna décide d'aller consulter un médium. En gros, le médium dira que c'est une petite fille nommée Annabelle Higgin, de 7 ans, dont le corps a été retrouvé dans un champ. Et en gros, l'immeuble a été construit où il y a eu le corps. En gros, l'âme de la fille essaye de parler à travers la poupée. La médium dira que la petite fille a besoin d'aide. Elle voulait rester avec. Du coup, Donna, elle avait tellement de la peine pour elle. Et elle a dit, vas-y, lui, j'accepte. Et Donna dira aussi qu'elle accepte la présence de la petite. Et pour simplifier le dialogue, elles vont appeler la poupée Annabelle. C'est pour ça que maintenant, la poupée Annabelle s'appelle Annabelle. Mais le petit ami de Angie dira qu'il ne se sent pas à l'aise avec la poupée, que c'est pas quelqu'un de gentil qui se manifeste. C'est une entité pas très gentille. Et Donald dira, mais vas-y, non, c'est Annabelle qui est là. Du coup, tu vas rien dire. Et en gros, le petit ami va raconter qu'en quoi un jour il va se réveiller et il va voir la poupée devant lui. Je dirais plutôt que c'est une paralysie du sommeil, moi perso. Voilà, comme t'as peur de la poupée, etc., t'aurais pu faire une paralysie du sommeil. Mais il dira qu'il était incapable de bouger. Et en gros, la poupée l'aurait étranglé et il aurait fait un malaise. Et serait réveillé que le lendemain. Un autre phénomène, le petit ami Lou et Angie préparaient leurs affaires parce qu'ils allaient partir en voyage. En gros, ils ont entendu des bruits chelous dans la chambre de Donna. En entrant dans la chambre de Donna, ils ont découvert Annabelle assis. Et d'un coup, t'as Lou, le petit ami, qui ressent comme si sa poitrine était en train de se serrer, comme ça. Comme si quelqu'un lui donnait des coups de couteau. En fait. D'un coup, il y aura une trace de sang qui va apparaître sur lui. Et Angie, en ouvrant la chemise de son copain, elle va découvrir 7 griffures sur son mec. Griffures fraîches, mais comme si les griffures étaient direct en train de partir en fait. Le lendemain, les griffures ne se voyaient plus. Angie va découvrir que la poupée n'était pas une simple jeune fille. En vrai, c'est quelqu'un de très méchant qui était là, quoi. Qui ne voulait pas son bien. Ils vont prendre contact à l'église. Parce qu'en fait, elles voulaient de l'aide, elles savaient pas quoi faire. Parce que, en fait, elles ont fait une grosse erreur en acceptant l'entité ou le fantôme à la maison. Parce qu'en vrai, quand t'acceptes, c'est trop tard. T'as accepté. Le prêtre va prendre contact, va appeler les Warren en leur demandant de l'aide. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler Donna, Lou et Angie. Et ils vont expliquer leur situation, d'abord par téléphone. Et en gros, ils vont dire que la poupée est possédée. C'est pas une gamine morte qui squatte la poupée. En réalité, c'est quelque chose de plus vicieux. Un esprit malveillant. En gros, c'est quelque chose de très dangereux. Ils vont expliquer à Donna, Lou et Andy que un esprit ne hante pas un objet. Un esprit peut s'attacher à un lieu. Hanter une maison, hanter un hôpital, un château, etc. C'est que des entités malveillantes qui peuvent posséder des objets. En gros, Donna, quand elle a accepté la petite Annabelle, en réalité, elle a ouvert la porte à quelque chose de plus sombre. C'est là que les ennuis ont vraiment commencé. L'entité n'avait pas fini avec eux. Des griffures qui vont apparaître, des signes assez chelous. Et en gros, ces signes prouvent que l'entité démoniaque a vraiment pris possession des lieux. Et en gros, le seul moyen, c'est de faire partir cet esprit-là. Ce qu'ils vont faire, les Warren, c'est qu'ils vont exorciser la maison. Et Donna dira qu'elle ne veut plus la poupée. Les Warren, ils vont prendre la poupée avec eux. Elle dira qu'il avait l'impression qu'il fallait prendre l'autoroute, qu'il fallait prendre des routes normales et rouler doucement. Pendant le retour pour rentrer chez eux, Ed a failli faire plusieurs accidents. Je dirais. À un moment, il va s'énerver, ils vont se mettre à côté de la route et va prendre la poupée et va lui jeter de l'eau bénite sur la poupée.
Et quand il a fait ça, plus rien ne s'est passé jusqu'à l'arrivée à la maison. Ils diront que à l'arrivée chez eux, Annabelle était sage. Et à un moment, en gros, ils vont voir qu'Annabelle se déplace chez eux, d'une pièce à une autre. Et c'est là qu'ils ont pris la décision de l'enfermer dans une boîte, comme vous la voyez souvent. Cette boîte est tous les jours bénite par un prêtre, et même encore aujourd'hui, cette poupée est toujours enfermée dans cette boîte avec l'écriture ne pas toucher et toujours. Du coup, ils vont l'installer dans leur fameuse pièce d'occulte. Cette histoire-là va vite faire le tour dans le milieu paranormal. Un jeune couple va visiter la pièce d'occulte où il y a des choses, des objets qui ont été hantés, et en gros, le mec, il va toquer sur la boîte, il va dire bouge, bouge. Et en gros, pour provoquer Annabelle, pour lui dire vas-y, bouge, je veux te voir bouger. Et dans des trucs comme ça, c'est très sérieux. Genre, il lui a dit mais ne touche pas, frère. On s'est écrit ne pas toucher, c'est très dangereux. Il peut t'arriver quelque chose. Il va dire s'il te plaît, pars. Mais s'il te plaît, fais attention. Fais attention parce que t'as provoqué quand même Annabelle. Et en gros, au retour, le mec, il a eu un gros accident et il est mort immédiatement. Comme un signe en mode ouais, bah tu m'as provoqué, bah voilà, ce qui t'arrive. T'as fait le malin, t'es mort. Et pour les Warren, c'était évidemment pas une coïncidence. En gros, c'est comme une vengeance pour l'avoir provoqué et manqué de respect. Mystère ou mise en scène, l'histoire d'Annabelle reste l'une des plus célèbres du paranormal, entre les témoignages glaçants, les blessures inexpliquées et les avertissements des Warren. La poupée est devenue une véritable légende de l'occulte. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'une mythe, d'autres sont persuadés qu'elle est habitée par une force sombre. Mais une chose est sûre, aujourd'hui encore, Annabelle est enfermée dans sa vitre et continue de fasciner, d'effrayer et de nourrir les pires cauchemars de ceux qui osent croiser son regard de chiffon. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les Warren ont un musée. Il se trouvait au sous-sol de leur maison. En gros, au début, c'était juste un endroit où le couple stockait des objets dits maudits ou hantés récupérés au cours de leur enquête. Le principe était super simple. Chaque fois qu'ils jugeaient un objet dangereux qui ne pouvait pas rester dans une maison, eh ben ils le prenaient et ils le ramenaient chez eux dans cette fameuse pièce. Et pour les Warren, c'était surtout une prison spirituelle. Et en gros, il y avait des gens pouvaient venir payer et visiter ce fameux musée. Et maintenant, ce musée est passé entre la main de Tony, le mari de la fille de Ed Warren, mais depuis quelques années, il est fermé au public pour des raisons de sécurité et de normes légales. Cependant, Tony continue quand même d'organiser des événements privés autour des objets et surtout autour de Annabelle, qui selon lui est l'objet le plus dangereux de la collection. Ed Warren est malheureusement décédé à l'âge de 79 ans en 2006. Concernant sa femme, après sa mort, elle a continué à donner des conférences, à participer à des documentaires jusqu'à sa mort, le 18 avril 2019, à 92 ans. Ed et Lorraine Warren resteront à jamais gravés dans l'histoire du paranormal, qu'on le croit ou non. Leur enquête, leur investigation sur Amityville, Annabelle ou encore le cas de Hetfield ont marqué des générations et popularisé l'étude des phénomènes inexpliqués. Leurs vies entières ont été dédiées à traquer et documenter des présences mystérieuses. Mélanger foi, courage et curiosité, même après leur disparition, leur héritage continuait à inspirer des films, des livres et les passionnés du surnaturel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. J'ai grave aimé faire cette vidéo. J'ai même aimé vous raconter des histoires vraies ou fausses mais flippantes. Vraiment, c'est une catégorie de vidéos que je vais reproduire l'année prochaine et j'aime beaucoup. Dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces autres vidéos aussi. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine parce que c'est pas fini. Et je vous fais des gros bisous. Bisous.